l'État malien et les mouvements de l'Azawad, ça fait des décennies que ça dure. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui pose une question simple mais essentielle. Pourquoi la paix semble toujours si lointaine? Et est-ce que l'option militaire, encore et toujours, est vraiment la bonne réponse? 60 ans de tensions, de rébellions, d'accords de paix, et pourtant, la question reste entière. Pourquoi est-ce que ce conflit ne s'arrête jamais? L'analyse qu'on examine aujourd'hui suggère que la réponse, elle se cache dans un cycle sans fin de promesses qui n'ont pas été tenues. Pour bien comprendre la crise actuelle, l'analyse nous invite à regarder un peu en arrière. Et ce qu'on y voit, c'est une histoire assez frustrante, marquée par des accords de paix qui, à peine signés, semblaient déjà voués à l'échec. En fait, on observe un schéma qui se répète. Dans les années 90, il y a eu le pacte national, un grand espoir. En 2015, rebelote avec les accords d'Alger, qui offraient un nouveau cadre pour la paix. Mais à chaque fois, la source nous montre que ces moments d'optimisme ont été suivis, tôt ou tard, par une reprise des combats. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, l'analyse avance une idée assez forte. L'État malien est carrément accusé d'avoir délibérément saboté les accords d'Alger. Selon cette perspective, les 8 dernières années, ce n'était pas vraiment une période pour construire la paix, mais plutôt une sorte de pause stratégique pour mieux préparer la guerre d'aujourd'hui. Alors, face à ce qui est perçu comme un échec de la diplomatie, la junte au pouvoir a choisi une autre voie, celle de la force. Mais cette stratégie militaire, qu'on nous présente comme une montée en puissance, est-ce que c'est vraiment la solution ? Pour y arriver, pour renforcer ses capacités, la junte aurait fait appel à des mercenaires étrangers du groupe Wagner. Et là, l'analyse souligne un point qui est crucial. En faisant ça, l'État malien ne fait pas qu'internationaliser le conflit, il le mène contre une partie de sa propre population. L'analyse, elle, est très sceptique. Ok, il y a de nouveaux moyens aériens, des drones, mais la réalité sur le terrain serait bien différente. La combativité des forces de l'Azawad, elle, reste intacte. Du coup, l'idée d'une paix qu'on pourrait imposer par les armes, ça semble totalement illusoire. Au-delà de la stratégie pure, l'analyse s'intéresse à la manière dont cette guerre est menée. Et sur ce point, le portrait est très contrasté. On a une opposition radicale dans la conduite des deux camps. D'après la source, il y aurait une différence fondamentale de méthode. D'un côté, on nous décrit les mouvements de l'Azawad comme respectant les règles de la guerre, en épargnant les civils. Et de l'autre, l'armée malienne et ses mercenaires sont accusés d'exactions barbares contre les populations locales. Et cette différence de traitement, elle soulève une question assez troublante. Quels sont les vrais objectifs de cette guerre? L'analyse suggère que l'effort militaire semble viser en priorité les groupes qui avaient signé l'accord de paix, et pas forcément les plus extrémistes. Ça brouille un peu les pistes de la lutte antiterroriste, non? Bon, si la force n'est pas la solution, qu'est-ce qui reste? Eh bien, l'analyse nous ramène vers la seule voie qui est jugée viable, la diplomatie. Et plus précisément, un accord qui existe déjà, même s'il est resté lettre morte. Il s'agit des fameux accords d'Alger de 2015. Ils sont présentés comme la pierre angulaire de toute solution possible. Alors oui, ils sont imparfaits, ils n'ont jamais été vraiment appliqués, mais ils représentent le seul cadre qui existe et qui a été accepté par tout le monde pour bâtir un État plus inclusif. Et le but de ces accords, ce n'était pas juste un cessez-le-feu, c'était bien plus ambitieux. Il s'agissait de refonder l'État malien, le rendre plus inclusif, respectueux de sa propre diversité, avec une armée reconstituée, bref, tout ce qu'il faut pour garantir une paix qui dure. Mais imaginons le pire, et si même cette voie diplomatique était définitivement enterrée. L'analyse explore alors une option plus radicale, une vision pour l'avenir qui pourrait carrément redéfinir la structure du Mali, le fédéralisme. La logique proposée est assez claire, en 3 temps. D'abord, on arrête l'offensive militaire. Ensuite, on applique enfin, et pour de bon, les accords qui existent déjà. Et si vraiment tout ça échoue, alors l'option fédérale est présentée comme le dernier rempart, la solution ultime pour garantir la stabilité et éviter que le pays ne se fracture. L'analyse met aussi en garde contre les solutions de façade, les belles paroles, les grands discours, les slogans populistes sur le néo-panafricanisme, tout ça est jugé insuffisant. Pour refonder un État, il faut bien plus que de la rhétorique, il faut des réformes profondes, structurelles. Au final, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne bien au-delà des frontières du Mali. Est-ce que la souveraineté d'un État peut réellement se construire en opposition, en guerre contre ses propres communautés? La réponse qui sera donnée à cette question, elle déterminera sans doute l'avenir du pays.